Donc, Aloé signifie apprentissage de la langue orale et écrite. C'est une méthode originale, vous allez le voir, parce qu'elle est syllabique, elle est multimodale et elle est inclusive. Alors, nous sommes trois auteurs complémentaires. Moi, je suis Brigitte Roy et j'ai donné le moteur et les assises cognitives et linguistiques pour cette méthode. Marie-Odile Martin, qui est professeure spécialisée, a choisi très soigneusement le lexique et les textes pour se conforter dans ses assises. Et Marie Stabler a illustré de façon fine pour apporter dans les illustrations du non-verbal intéressant et du deuxième degré. Voilà. Donc, pourquoi nous avons eu besoin, on pourrait dire, pourquoi nous avons eu besoin de créer Aloé? D'abord en enseignement classique, parce que Aloé répond, à notre avis, à deux réalités auxquelles les enseignants sont confrontés en grande section maternelle et en CP. Deux réalités. La première réalité, c'est cet objet d'apprentissage qu'ils ont entre les mains, la langue française écrite, qui est si complexe qu'elle est dite opaque. C'est une langue opaque. Et puis, deuxième réalité, c'est que les enseignants sont face à une disparité linguistique et cognitive des élèves de leur classe. Aloé est aussi, dans une version plus adaptée, est aussi proposée en enseignement spécialisé et elle répondra à ce moment-là à la nécessité pour les enseignants spécialisés de disposer de moyens adaptés pour que les enfants présentant des pathologies, quel que soit leur âge, puissent avoir des moyens de suppléance, des moyens de compensation de leur handicap. Alors, on va déjà un petit peu parler de cette langue écrite qui est en fait les fondements d'Aloé, complexe, opaque. Pourquoi, comment, pourquoi dit-on qu'elle est opaque? Eh bien, c'est une gageure d'apprendre à lire et à écrire pour un enfant, même pour un enfant qui va bien, parce que traduire ce code oral, c'est-à-dire ces 34 sons de la langue française, à l'écrit, ça suppose qu'on les fasse correspondre avec une multitude de phonogrammes, une multitude de graphies, sachant que, par exemple, dans Aloé, il y a 43 façons d'écrire le son « et », par exemple. Et tout ça, ce transcodage de l'oral à l'écrit, de l'écrit à l'oral, va se faire avec seulement 26 lettres, 26 outils lettres. Donc, c'est complètement bancal, notre système linguistique. L'exemple suivant va vraiment le confirmer. Si un enfant doit traduire à l'écrit le son, il dispose d'une lettre. D'accord, c'est donc quelque chose de relativement facile puisqu'il n'y a qu'une lettre. Mais cette lettre s'appelle P. Il va donc falloir qu'il fasse correspondre un son avec une lettre qui s'appelle P. On sait que ça pose des problèmes en début d'apprentissage. Et puis quelquefois, le P ne suffit pas, il faut PE pour qu'on entende le P, comme dans loupe. Et puis quelquefois, le P avec un H ne fait plus, mais fait. Donc voilà, déjà, mais c'est pourtant le plus simple qui soit dans notre système phonético-graphémique. Par contre, quand il faut écrire le son « et », qui des fois se dit « et », des fois se dit « r », il y a une multitude de possibles. C'est un choix multiple devant lequel l'enfant est
que faire? Quel et doit-il écrire dans ce contexte ou dans cet autre contexte? Eh bien, si nous n'avons aucun souci, nous, quand nous écrivons, de choisir sans même y penser le bon et, c'est parce que nous traitons le sens du langage. A-I-E-N-T, si j'écris ça, c'est parce que je sais que ça veut dire des choses, ce A-I-E-N-T. Hein. C'est ce que l'enfant va devoir découvrir, apprendre en apprenant à lire et à écrire. Alors, vous avez vu, il doit traiter le système phonologique, le système des sons, et il doit traiter le système du sens. Vous voyez que dans ce petit entonnoir, il y a deux petits ronds, les sons et le sens, et ces deux principes vont devoir coexister et entretenir entre eux des relations pour aboutir à une bonne langue écrite. Alors, si on considère déjà le principe phonologique, 34 phonèmes, on a dit. 34 phonèmes pour écrire des milliers de mots différents. Donc, un système phonétique très ingénieux, mais aussi, bien sûr, très complexe et très fragile. Alors, qu'est-ce qu'on va leur demander de faire pour entrer dans l'écrit? Il va falloir leur apprendre à segmenter cette langue qui jusqu'à maintenant n'était qu'une langue orale. On va leur demander de découper cette parole en petits bouts, et ce qui s'appelleront des syllabes. Donc, j'ai pris le mot plongeon, écrit là. C'est donc un mot, c'est pas par hasard que je l'ai pris, vous allez voir. Et bien, ce mot plongeon, l'apprenti lecteur, il va devoir faire ce découpage syllabique. D'abord, plongeon, 2 syllabes, et puis ça lui permettrait déjà pas mal de lire. Mais il doit transcrire. Donc, il faut qu'il fasse une segmentation plus fine encore, et le plomb de plongeon doit être découpé en le on, et le jon doit être découpé en je, on. Voilà. Et avec ça, il sera équipé pour avoir l'orthographe phonétique et même aussi l'orthographe d'usage, parce que vous avez vu que pour ce son J, il a fallu que j'écrive avec 2 lettres, G-E. Bon. Ça, c'est une nécessité. Mais si je ne fais avec mon élève ou avec mon enfant ou avec mes patients, si je ne fais que ce découpage syllabique, je vais l'orienter vers une orthographe phonétique qui ne sera pas satisfaisante, qui sera loin d'être écrire comme on cause, ça ne va pas, ça ne suffit pas. Hein. Donc, il va falloir pratiquer. Alors, ça ne passe pas, la suivante. Voilà. C'est parce que j'étais en... Voilà. Il va falloir s'occuper aussi du sens de ce qu'on écrit. Et là, il faut encore découper. Mais c'est un autre découpage. Ça n'est pas le même découpage que le découpage phonologique. Cette fois-ci, on découpe en idées. Alors, ce fameux mot plongeon, maintenant, si je le découpe en idées, ça va pas être pareil. Ça va être plonge, l'idée de plonger, et puis on. Qu'est-ce que c'est que ce on? Eh bien, ça va dépendre du petit mot qui est devant plongeon. Si je dis les plongeons, il faudra que je découpe en plonge, en O-N, parce que c'est le plongeon, ce n'est pas le plongeoir, c'est l'acte de plonger, et puis que je découpe encore pour mettre le S, qui veut dire qu'il y en a plusieurs. Mais si je mets le petit mot « nous » devant plongeon, je vais découper en plonge, l'idée de plonger, et puis, cette fois-ci, ONS doit rester, ils doivent rester ensemble. Ces 3 lettres-là doivent rester ensemble parce que qu'est-ce que ça veut dire? Nous plongeons. Ça veut dire que je suis en train de plonger, en train parce que ce n'est pas plongeron, c'est plongeon. Je suis en train de plonger avec d'autres. Je ne suis pas toute seule en train de plonger. Voilà, ça c'est la conscience morphologique
qu'il va falloir que l'apprenti lecteur, transcripteur se mette en tête et que des enfants qui seraient passés par un premier apprentissage qui n'a pas été abouti, qui n'a pas été fonctionnel, repassent par toutes ces étapes pour avoir toutes les chances de se réhabiliter dans ce système du langage écrit. Alors, on a dit qu'il devait faire tout ça avec 26 lettres. Là encore, comme c'est compliqué parce que l'alphabet, les lettres, elles ont un nom, on l'a déjà dit. Mais si je prends par exemple la lettre E, la lettre qui s'appelle E, il ne faut surtout pas que l'enfant pense que c'est pour traduire le son E. Vous voyez, ça c'est le souci des voyelles dites écrites et des voyelles dites orales. En fait, les lettres, elles ont un nom et les lettres, elles servent à faire des tas de choses. Par exemple, le E sert à faire des tas de choses. Il ne faut surtout pas le limiter au son E parce que, en effet, des fois, quand j'écris le petit mot de, un peu de chocolat, eh bien, en effet, ça fait bien le son E. Mais si je veux écrire le mot de, ça ne suffira pas, la lettre E. Il faut que j'ajoute le U et le X. Et puis, pour faire des AN, il me faut un E. Pour faire des O, EAU, il me faut un E. Pour faire des E, il me faut beaucoup, beaucoup de E. Et puis, ça va servir, ce E, à faire chanter les consonnes. Rond, ronde. Mais aussi, ça va me dire que c'est du féminin. Donc là, ça a un rôle morphologique, grammatical. Mais ça sert à faire du féminin, et puis pourtant, tigre, c'est du masculin, et on met un E. Eh bien oui, il faut des E pour faire chanter les greux, les dreux, les breux, les fleux, etc., etc. Donc, voilà tout ce que l'enfant doit découvrir. Alors, bien sûr qu'il ne peut pas faire ça tout seul. Apprendre à parler, on le fait implicitement, sans se rendre compte qu'on apprend quelque chose. Parce qu'on a un cerveau qui est déjà équipé pour entrer dans le langage dès la naissance. Il suffit qu'autour de lui, on lui parle et l'enfant va apprendre à parler s'il est équipé pour le faire. Mais parce que c'est une compétence, c'est une fonction qui est très ancienne. Par contre, l'écrit est très récent dans notre histoire et notre cerveau n'est pas équipé pour apprendre à écrire. Il faut que l'on crée avec cet enfant, il faut que l'on crée de nouvelles connexions cérébrales entre toutes les aires qui sont concernées par l'apprentissage de l'écrit, les aires du langage, les aires visuelles, les aires auditives, les aires motrices. Il faut le temps à cet enfant de créer tout ça dans ce petit cerveau encore tout neuf pour l'écrit. Hein? Alors, j'espère vous avoir donné un petit peu comme ça l'idée de cette complexité et vous allez comme ça comprendre pourquoi nous avons fait Aloé de cette façon, parce que nous cherchons à faciliter ce passage à l'écrit et de l'écrit à l'oral. Hein? Nous avons pris en compte tout ça. Et puis donc, la deuxième réalité dont je vous parlais en introduction, c'était que les enseignants se trouvent devant une classe parmi laquelle il y a des enfants qui présentent de grandes disparités. La plupart des enfants accueillis en CP et en maternelle déjà, en grande section maternelle et en CP, ce sont des enfants qui ont déjà bâti une architecture complexe, mais qui leur permet de parler, qui leur permet de communiquer oralement avec aisance quand tout va bien, mais pas seulement, qui leur permet de manipuler leurs pensées, de se représenter mentalement le monde, d'avoir un langage intérieur, et grâce à ça, d'avoir une autonomie psychique qui deviendra autonomie sociale. Et ils ont tout ça pour pouvoir entrer dans les apprentissages. Maintenant, on va leur demander d'analyser tout ça et de le transformer à l'écrit. Donc, la plupart de vos élèves sont dans ce cas et
Aloé va leur proposer un apprentissage balisé qui va donner moins de travail à l'enseignant parce que les choses sont proposées bien organisées déjà, ludique, les enfants trouvent que c'est attrayant, vous le verrez, logique, basée sur la logique de la langue, en accord avec les dernières recherches et les dernières recommandations. Et si vous voulez en savoir plus, nous vous enverrons, par exemple, le guide, l'expertise Cyrel qui a été faite à propos d'Aloé. Hein? Nous n'avons pas le temps, malheureusement, de parler de tout ça. Mais dans votre classe aussi, dans la classe de grande section maternelle, dans la classe de CP, il y a aussi un certain pourcentage d'enfants qui n'a pas cette compétence langagière pour diverses raisons, des raisons très différentes. Il y a ces enfants que l'on dit déficitaires, qui présentent un déficit socio-langagier. Il y a des enfants allophones qui sont arrivés équipés d'une langue première et qui vont devoir apprendre le français dans votre classe. Et puis, il y a, heureusement, mais quelquefois, vous avez aussi dans vos classes des enfants qui présentent des troubles neurodéveloppementaux. C'est sûr que ces enfants, il faudra aussi qu'ils aient des prises en charge orthophoniques. Je vais dire 2 mots du déficit socio-langagier parce que ils peuvent être nombreux dans certaines classes, ils peuvent être nombreux. Ce sont des enfants qui sont équipés en naissant, qui avaient tout ce qu'il fallait pour apprendre à parler et qui n'ont pas bénéficié. Vous savez, on a ce qu'il faut en naissant, mais il faut instruire ce potentiel. Il faut être dans un bain de langage pour entrer dans le langage fonctionnel. Or, eux n'ont pas eu suffisamment dans le courant des premiers mois de leur vie l'enveloppe sonore, le parler bébé qui leur a donné la chanson de leur langue. Ils n'ont pas été exposés à une langue suffisamment structurée. On parle de langage restreint, c'est-à-dire que certains l'appellent le langage de ici et maintenant. On ne parle que de ce qui se passe là, ici, à ce moment-là. On ne parle plus du passé, on ne réévoque pas le passé, on ne parle pas de ce qui pourrait se passer. Donc les enfants vont avoir un langage intérieur appauvri et ont besoin qu'on remette tout ça en dynamique. Le plus grave peut-être, c'est qu'ils risqueraient de manquer d'autonomie psychique et avoir des problèmes d'autonomie sociale plus tard. Donc l'école, le fait que l'école leur propose une langue structurée, en particulier dans Aloé, parce que vous allez voir que notre souci a été de proposer cette langue structurée. Et puis, un patient apprentissage des correspondances phonèmes-graphèmes, vous allez le voir proposé dans Aloé, permettent de réajuster ce déficit, de compenser une grande partie du déficit socio-langagier. C'est donc extrêmement important pour le futur de cet enfant. La deuxième catégorie d'enfants qui peut être assez nombreuse dans certaines classes, ce sont ces enfants non francophones, ces enfants allophones qui se sont déjà spécialisés dans leur langue avant d'arriver à l'école ou qui ont été exposés à ce qu'on appelle un bilinguisme mal mené. Je n'ai pas le temps encore d'en parler plus, mais c'est quand même très, très important. On va Aloé 1 en grande section maternelle et Aloé 2 en CP va leur permettre, grâce à la multimodalité des outils et les principes aussi de la morphologie, leur permettre de découvrir, ça va leur révéler les particularités de la langue française et leur faire gagner beaucoup de temps. Alors, un tout petit mot sur la surdité phonologique. Il ne faut pas que je développe trop parce que nous avons peu de temps, mais voilà, j'ai pris l'exemple. La langue arabe, la langue française, si vous regardez, c'est le vert clair. Dans le vert clair, ce sont les phonèmes, les unités sonores qui sont communes aux deux langues.
Tout le reste, ce sont des phonèmes différents que l'enfant n'entend pas. Un enfant arabe qui n'a pas entendu le français dans la première année de sa vie, il va ne plus percevoir les sons les autres sons que ceux de sa langue. Le bébé, l'enfant a des possibilités de perception de toutes les langues, de tous les sons de toutes les langues, et puis il se spécialise par souci d'efficacité au début de la deuxième année de sa vie dans la langue à laquelle il est exposé. Hein. Donc, on appelle ça une surdité phonologique. Regardez, ça c'est la phonétique française, les voyelles de la phonétique française. Vous voyez que tout ce qui va manquer à cet enfant, tout ce que j'ai barré là, ce sont nous avons en commun le I, le OU et le A, c'est le jaune, l'orange et le rouge, et tous les phonèmes qui sont intermédiaires en français, le petit enfant arabe ne les perçoit plus. C'est pour ça qu'il vous dira, si vous lui dites la roue, il vous répète la roue. Si vous lui dites la rue, il vous répète la roue. Il n'a pas le U. Voilà. Donc, il n'a pas aussi tous les sons qui passent par le nez. Donc, dans les dernières, peut-être avez-vous déjà lu cet ouvrage de Stanislas Dehaene, Apprendre à lire des sciences cognitives à la salle de classe. Et Dehaene, à partir des recherches qu'il a pu entreprendre en neurosciences, dit l'école doit s'intéresser tout particulièrement aux enfants issus des milieux défavorisés et de l'immigration. C'est ce qui est possible avec Aloé. Dernière catégorie d'enfants, ce sont les enfants à besoins éducatifs particuliers parce qu'ils ont des troubles. Ces enfants-là sont nés en n'ayant pas l'équipement nécessaire. Ils n'accéderont pas d'une façon ordinaire aux apprentissages. Ils ont besoin de moyens de suppléance, de moyens de compensation. C'est ce que proposera Aloé. Hein. Il y a Aloé 1 et Aloé 2 et Aloé 2+ pour les enfants qui seraient dans ce cas. Voilà, maintenant que j'ai exposé donc ces deux préoccupations que nous avons eues, les trois auteurs d'Aloé, parce que nous avons derrière nous de longues carrières et de nombreuses rencontres avec des enfants de tout type et de tout âge, nous avons créé Aloé comme ça. Alors j'insiste bien, nous avons créé Aloé sur le terrain, avec les enfants, séquence après séquence, en prenant en compte les retours de ces enfants et les retours des enseignants. Hein. Tout ça, c'est modelé petit à petit pour répondre aux besoins de cet enseignement du langage écrit. Donc, pour vous présenter Aloé, je vais vous parler 2 minutes de l'origine d'Aloé, du moteur d'Aloé, puisque j'ai déjà prononcé ce mot, de la progression qui est originale et qui va être, cet enseignement va se faire sur un rythme différent peut-être, vous verrez, par rapport aux autres méthodes. Et puis, on parlera des différents supports pédagogiques qui composent Aloé. Alors, l'origine d'Aloé. Eh bien, écoutez, donc je vous ai peut-être pas encore dit, mais je suis orthophoniste et j'ai créé un moteur, on va dire ça, vous comprendrez après, un moteur que mes patients ont voulu aussi utiliser quand ils étaient en classe. Et ils ont comme ça inspiré la transposition, la création d'un outil pédagogique qui manipulerait ce même moteur. Et cela répond à une logique, d'ailleurs ils avaient tout à fait raison, parce que nous soyons orthophonistes, donc nous faisons de la réadaptation fonctionnelle, que nous soyons enseignants, là nous enseignons le français,
nous avons le même outil de travail, c'est la langue française orale et écrite. Nous avons le même outil de travail, mais nous avons des métiers différents, très complémentaires. Dans certains cas, vraiment, cette complémentarité est tout à fait bénéfique. Donc, en fait, les orthophonistes vont avoir comme outil de travail la méthode distinctive s'ils s'y intéressent, c'est ma méthode de rééducation orthophonique. Ils pourront aussi s'appuyer sur Aloe pour renforcer, pour multiplier les propositions aux enfants. Et puis, les enseignants, eux, auront un matériel spécifique pour l'enseignement qui est Aloe. Voilà. C'est là que tout a commencé. Hein. Et puis, ce fameux moteur dont je vous parle depuis plusieurs fois, là, en fait, c'est une représentation multimodale, arbitraire, vous allez le voir, logique, des outils de la langue orale et écrite. Les outils de la langue sont représentés par les outils d'Aloe. Alors, les outils de la langue, qu'est-ce que c'est que les outils de la langue? Eh bien, ce sont ce qui permet d'intonner tout ce qui est non-verbal, l'intonation de la voix, qui apporte beaucoup d'informations, qui permet de découper les phrases en petits bouts pour mieux les comprendre et les mettre en mémoire, les phonèmes, les unités sonores, les graphèmes, les unités d'écriture, les morphèmes, on a vu le ONS là, hein, les lettres, outils, les mots outils, on a vu avec le les plongeons et les nous plongeons, on a vu qu'ils étaient très importants pour déterminer des choses en grammaire. Donc, ces outils de la langue française, ils obéissent à un système logique. Ils sont classés par catégorie, ils se combinent les uns avec les autres et ils sont basés sur l'arbitraire. C'est très important. Il ne faut pas que les sons et les lettres aient des liens sémantiques. Il faut que les sons et les lettres ne soient pas signifiants. Par essence, ils doivent être non signifiants pour finalement devenir signifiants au moment où ils sont assemblés dans les mots. Mais Seb et Paour ont fait cette démonstration et la critique de méthodes qui mettent un lien sémantique à une lettre ou à un son. Donc, nous avons respecté cet arbitraire avec les outils de la méthode distinctive. Les outils de la méthode distinctive, ce sont des cartes, vous allez le voir, ce sont des symboles, des petits dessins non signifiants, des étiquettes pour les lettres, des gestes qui vont mettre tout ça en mouvement et des schémas qui vont aider à comprendre la grammaire. Première chose. Multimodal. Multimodal, des outils multimodaux, c'est-à-dire qu'ils vont permettre d'utiliser tous les canaux d'entrée qui sont justement à connecter. On a dit tout à l'heure, les modalités auditives, c'est toute la phonétique française. Ce ne sont pas des petits moyens mnémotechniques pour se rappeler de ceci ou de cela. C'est toute la phonétique française qui sera mise en carte. Et on verra ça. La modalité visuelle, donc le fait de voir des cartes, de voir des étiquettes, de voir des schémas. Tout ce qui se dit va se voir. Donc, ça va concrétiser, ça va tout ce qui est tellement abstrait, tous ces sons-là que l'on entend et puis qui s'échappent dès qu'on les a entendus. On ne sait plus ce qu'on a entendu. Là, ils vont rester présents grâce à ces cartes. Et puis, il y a les modalités gestuelles, donc les gestes, vous allez le voir, l'importance des gestes qui vont mettre en mouvement la parole et puis qui vont permettre de se rappeler. Toute la phonétique française. Voilà par exemple les cartes vocaliques de la méthode distinctive et d'Aloe, puisque c'est le même moteur. L'orthophoniste va s'en servir tout à fait autrement que le maître et la maîtresse, mais c'est le même moteur, c'est la même langue, d'accord?
Donc, ceux qui ont fait de la phonétique vont reconnaître le trapèze vocalique et des voyelles orales, et puis il y a des voyelles nasales et tout ça. On va en parler. Alors, qu'est-ce qu'elles vont dire, ces cartes? Qu'est-ce qu'elles vont exprimer? Elles vont exprimer la phonologie, tout ce qui s'entend, tout ce qui s'entend. Elle va opposer, grâce à, on va voir, elles vont opposer, elles vont isoler les sons, elles vont permettre de les identifier bien, de ne pas les confondre entre eux. Hein, et pour ça, je les ai classées par couleur. Déjà, pour différencier, pour opposer, pour classer, ce qui sera en couleur, ce sont les voyelles. Ce qui sera en blanc, ce seront les consonnes. Mais elles auront un petit dessin, les consonnes, sur leur carte blanche. Et alors, je les ai aussi opposées par forme. Alors, si vous regardez les trois petites cartes rouges que vous avez, j'espère, sous les yeux, vous voyez qu'en effet, elles sont toutes les trois rouges. Parce qu'en fait, elles ont toutes les trois quelque chose de commun. Elles ont toutes les trois quelque chose de commun. Si vous me regardez prononcer, A, j'ai une bouche grande ouverte. En, je mets ce A dans mon nez, en, et puis yan, je mets quelque chose en plus. Mais on a toujours eu cette bouche grande ouverte et cette articulation bouche grande ouverte. Eh bien, ça va représenter le son A. Le son en, c'est un A qui passe par mon nez, donc je mets le rond devant mon nez pour penser qu'il faut que je mette de l'air dans mon nez. Et le yan va être représenté. Alors à l'écrit, qu'est-ce que ça donnera? On va voir, on va retourner les cartes. Ça donnera le A, j'écris A. Pour le en, j'écris A, mais j'ajoute un N, parce que ça passe par le nez. Le nez, ça s'écrit N-E-Z, N-A-N. Et puis le yan, il y a quelque chose en plus, c'est la lettre I. Et l'enfant va apprendre comme ça très vite, très facilement, cette logique et la façon d'écrire ces sons qui sont pourtant le an, le yan, ce sont ce qu'on appelle des graphies complexes qui peuvent leur poser des problèmes à un moment de l'apprentissage de la lecture et ralentir la lecture et qui ne sera plus comprise. Là, vous allez le voir, ils reconnaissent ça tout de suite. Et puis pour les consonnes, vous voyez qu'elles ont des petites cartes blanches avec des petits dessins. Qu'est-ce que ça veut dire ces petits dessins? Si vous regardez ces petits dessins, vous allez voir qu'elles ont toutes les trois quelque chose de commun, c'est ce trait vertical. Elles ont toutes les trois un trait vertical. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que toutes les trois, elles font la même chose. Quand on les articule dans la bouche, elles font la même chose. Elles vont taper sur les dents. C'est pour ça, les dents, c'est vertical. Hein? Donc, j'ai mis un trait vertical pour dire, va taper ta langue sur tes dents. Si tu es bien tendu, ça va donner un... Tu le dis comme ça. Et tu l'écris comme ça. Et on sort l'index comme ça et on a comme ça la trace de la lettre. Quand je dis de, parce que je vais au même endroit pour dire de, mais je ne tends pas ma main, je la détends. Je suis toute détendue, ce qui fait que je vais pouvoir vibrer là. Et ça va faire de. Et j'écris de. Et puis pour faire un N au même endroit, toujours sur les dents, je dois en plus aller chercher de l'air dans mon nez. N. Deux doigts, les deux narines, là, qui diront nasal, nasal. Il faut que tu aies de l'air dans ton nez. N. J'ai deux doigts et j'écris le N avec deux pattes en bas. Vous voyez que ces petits dessins, ils servent à dire à l'enfant comment je dis et comment j'écris. Et les gestes, en fait, qui sont associés, ce sont des gestes qui représentent
exactement la même chose que le symbole. C'est pas, ils n'ont pas à se rappeler d'un geste et puis d'un dessin. Non, c'est la même chose, mais le geste met en mouvement la parole et l'aide. C'est ce que je viens de vous dire. C'est ce que je viens de vous dire. Donc, pourquoi j'ai mis une couleur? Pourquoi j'ai mis une couleur aux voyelles? Vous allez très vite le comprendre. C'est parce que la couleur, l'association d'une couleur avec un son, du rouge avec le son A, c'est très facile, cette association. C'est ce qu'on appelle une tâche de bas niveau. Des enfants à partir de 3 ans y arrivent très bien. Des enfants déficients intellectuels y arrivent très bien. C'est très facile. Par contre, l'association son-graphie est très difficile puisqu'il y a un son et beaucoup de graphie. Ça, c'est très difficile. Eh bien, la couleur va servir de tremplin. Si je sais que le A est rouge, eh bien, toutes les lettres qui seront coloriées en A au début d'Aloé m'amèneront à prononcer le A. Parce que c'est rouge, je prononcerai le A, quelle que soit sa façon de l'écrire. D'accord? Donc, inutile de vous dire que ça va faciliter à un point incroyable l'apprentissage de la lecture. Un enfant qui est devant, par exemple, le mot bateau, et il va prendre un temps pour assembler le E, le A, le U, et penser que ça doit se dire O. Il va mettre, ça s'appelle la procédure d'assemblage, il va mettre du temps et ça va ralentir sa lecture qui ne sera plus comprise. Alors que là, puisqu'il verra le E-A-U en bleu et qu'il a associé le O au bleu, il va tout de suite émettre le son O. Donc, le mot bateau sera reconnu très vite et le mot oral sera associé au mot écrit et le sens du bateau arrivera très vite. Lecture rapide et comprise. Et ça peut vous paraître compliqué, mais ça n'est pas compliqué du tout pour les enfants. Et vous voyez, par exemple, là, nous sommes en CP, dans une classe de CP, et la maîtresse a affiché les couleurs des voyelles sur des grandes feuilles de papier A4, et les enfants sont allés écrire les façons, par exemple, du son I. Ils ont rencontré dans le mot riz la graphie IZ, elle a été écrite sur la carte jaune, etc., etc. Et ça se construit, petit à petit, ces graphies étoffent le bagage orthographique de l'enfant. Je vais passer ça. Je pense que je n'aurai pas le temps. C'est pourtant dommage. Je vais le dire quand même. Mais je risque de dépasser le temps imparti. Allez. Voilà un exemple d'une tâche à accomplir pour un enfant. Il devait écrire le mot hirondelle qu'il avait pourtant appris la veille, il croyait le savoir et le lendemain, il ne sait plus. Il écrit, au lieu d'écrire hirondelle, il écrit ça. Et on lui dit, la maman, les enseignants lui disent, mais tu fais n'importe quoi. Et non, il n'a pas du tout fait n'importe quoi. Il a laissé tomber le H qui ne fait pas de bruit. Le I, il l'a mis. Le R, il l'a mis. Il devait écrire on. Eh bien, on a vu que O, on, c'est un O qui passe par le nez. Il a confondu, il n'a pas perçu la différence entre un O et un on. Les cartes vont lui donner cette différence. Il devait écrire un D, il a écrit un T. Il n'a pas du tout fait n'importe quoi, parce que vous venez de voir dans l'exemple précédent que T et D se faisaient au même endroit et avaient une toute petite distinction acoustique. Il n'a pas entendu ça. Les étiquettes vont lui permettre de découvrir la différence entre un T et un D. Et puis, il devait écrire E2L, E pour hirondelle. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Il a confondu le nom de la lettre avec le son de la lettre L. D'accord? Voilà. Un exemple pour vous dire que vous avez continuellement
des productions d'enfants en transcription comme ça, et on pense qu'ils font n'importe quoi, alors qu'en fait, ils font avec leur équipement. Ils font avec leur équipement que l'on doit mobiliser, que l'on doit compléter, ou que l'on doit instaurer tout simplement au début d'apprentissage. Donc, vous voyez que la langue orale va être transformée en langue écrite au moyen de la manipulation de ces cartes. Et l'intérêt, c'est que quand les cartes sont posées, la parole orale est posée et que l'enfant va pouvoir traiter à l'écrit en gardant la parole présente. Et vous voyez que c'est une classe de grande section maternelle, là. Vous voyez la carte du jour qui a été proposée par la maîtresse aux enfants, c'est « Lily a mis une jupe ». Les enfants ont posé toutes les cartes qui composent cette parole et en dessous, ils ont écrit tout doucement, tout tranquillement, Lily a mis. Pour le i de mi, c'est la maîtresse qui a signalé aux enfants, qui bien sûr ne savent pas ça, que dans ce mot-là, mi, il faut écrire un i, mais aussi la lettre S. Il y a besoin de ces deux lettres-là dans le mot mi, sans en dire plus. Et puis, on en arrive au mot jupe, et vous voyez que la petite fille qui est là, devant le P, devant le son P qu'il faut transformer avec la lettre P, elle ne sait plus comment on fait un P, c'est normal, elle est en maternelle. La maîtresse va aller chercher l'étiquette du P et la petite va écrire le P et la maîtresse aussi va lui dire « Ah, il faut aussi une lettre E pour que le P chante ». Voilà, et donc, après avoir fait cet exercice, on est en avril, en grande section maternelle, nous avons effacé tout ce qui était écrit par les enfants et on a donné des feuilles aux enfants, des feuilles blanches, et on a vu ce qu'il restait en mémoire orthographique chez ces enfants. La plupart des enfants retraduisaient exactement ce qu'ils avaient écrit parce que justement tout ça permet de mettre en mémoire. Et on voit qu'ils ont des niveaux très différents. Ils nous révèlent là où ils en sont. On voit que Anthony n'a pas la même dextérité que certains autres et la maîtresse va en tenir compte pour aider plus particulièrement Anthony. Alors, la progression est originale dans Aloé. Et comment? Parce que nous avons commencé par les voyelles. Nous avons commencé par proposer aux enfants les voyelles en leur faisant manipuler ces cartes de couleurs sous une forme ludique et une forme logique. Et pourquoi nous avons voulu commencer par des voyelles? Pourquoi j'ai voulu? Parce que ça, c'est de ma responsabilité. C'est parce que les voyelles, en fait, les voyelles structurent les langues. Les voyelles structurent toutes les langues. Dans toutes les langues, la voyelle a une place prédominante, alors qu'on a des tendances à beaucoup faire attention aux consonnes. Bon, si on considère déjà la langue orale, les voyelles, c'est celles sur lesquelles on exerce sa voix. C'est les voyelles qui nous font travailler cet étage-là, l'étage des cordes vocales. Et notre voix, c'est notre identité. C'est l'identité des enfants. C'est leur instrument de relation. On sait que quand on est enseignant orthophoniste, et parents, on le fait spontanément, mais on sait que les enfants s'intéresseront à nos mots à la condition que notre voix les séduise. Notre voix leur apporte déjà tout ce non-verbal. Hein. C'est toute la dimension esthétique et affective de la communication, la voix. Hein. Et beaucoup d'enfants, beaucoup de nos petits élèves ou patients n'ont pas eu suffisamment d'occasions dans ce premier dialogue vocal de la première année et dans les babillages, n'ont pas eu l'occasion suffisamment d'exercer leur voix. Il faut leur redonner ce plaisir. Les jeux d'Aloé, vous le verrez, permettent de jouer avec sa voix. Avant tout, déjà remettre la voix. Je l'ai pas dit, pardon, c'est la prochaine. Et il y a aussi la prosodie. Et la prosodie, en langue orale, la prosodie, c'est la chanson de la voix.
c'est la chanson de la voix qui fait que je découpe. Hein. On a fait ça avec des syllabes non signifiantes. On ne dit pas la, la, on dit la, la. On a mis des accents de continuité, de finalité. C'est ce qui permettra de découper en unités de sens et c'est ce qui correspond à la ponctuation. Et un enfant qui n'a pas pris conscience de cette prosodie, de cette chanson, va négliger la ponctuation et ne comprendra pas ce qu'il lira. Donc, dans la méthode Aloé, la méthode distinctive, il y a des petites cartes pour la ponctuation aussi, qui est tellement importante. Et puis alors, on a vu comme c'était important de découper en syllabes. Eh bien, les voyelles sont les noyaux syllabiques. Les voyelles, c'est la matrice des syllabes. Donc, si je sais reconnaître une voyelle, je sais découper en syllabes. Je sais reconnaître une syllabe. Si je dis papa, 2 syllabes. Si je dis papi, 2 syllabes. Mais j'ai dû changer de programme parce que j'ai dû changer. Je ne prononce pas pareil le A et le I. Donc, j'aurai des couleurs différentes pour poser cette parole. Et puis, si je dis abracadabra, il y aura 5 voyelles A et donc 5 syllabes. Et comme ça, l'enfant va faire les correspondances, va découper les mots en fonction des syllabes et dans les phrases aussi. Hein. Et puis, ce qui va soulager considérablement l'enfant, on l'a déjà évoqué un petit peu, c'est que ce sont sur les voyelles, on a donné l'exemple du « et » tout à l'heure, eh bien, ce sont sur les voyelles que l'orthographe grammaticale est posée. Ce sont sur les voyelles que les différences de sens sont posées. Regardez les exemples que je vous ai donnés, écoutez, suivant qu'il s'écrira d'une façon ou de l'autre, ça dira d'autres choses, ça s'appelle l'orthographe grammaticale. Et puis, le mot penser, E-N, qui fait penser à la pensée, s'écrit E-N, alors que le mot penser avec un A-N, c'est le pansement. Donc, tout ça va donner des indications. Et puis aussi, tout l'orthographe d'usage. L'orthographe d'usage, j'ai donné l'exemple du « O » à la fin des mots masculins. Ils seront toujours écrits EAU, ils seront toujours bleus et ils seront toujours écrits EAU. Alors, Stanislas Dehaene disait « Dans le meilleur des mondes », après avoir parlé de la complexité de la langue écrite, il disait « Dans le meilleur des mondes, il faudrait qu'il y ait une lettre qui corresponde à un son. » Eh bien, c'est un petit peu ce qu'on a fait avec Aloé, c'est-à-dire qu'on a codé les sons pour que, par exemple, une couleur corresponde à un son et ce son correspond à de multiples graphies. Et si vous lisez les mots eau, chevaux, oignon, tout ça sera bleu, alors que ça s'écrit autrement qu'avec la première lettre du O, le O tout simple. Et puis, nous aurons le même appui pour les consonnes ambiguës qui s'écrivent de différentes façons où une seule consonne fait plusieurs sons. Nous allons rendre tout ça transparent avec Aloé. Pendant les 10 premières leçons d'Aloé, tout ça va être transparent et va permettre ensuite d'être autonome devant le langage écrit. Donc, c'est un petit peu ce que je viens de dire, donc je vais passer. Alors, voilà, à partir de la leçon 10 d'Aloé, l'enfant, l'apprenti lecteur a le choix en fonction de là où il en est, en fonction de ses capacités. Il va avoir le choix entre des textes qui sont en couleur, et qui sont en cursive, en lettres cursives, parce que ça lève toutes les ambiguïtés de l'écriture script, les lettres qui se ressemblent ou qui sont symétriques. Et puis, il y aura beaucoup d'illustrations pour aider à mettre du sens. Eh bien, ils auront ce choix-là ou
parce qu'ils en sont capables maintenant, ils auront le même texte en noir et sans illustration et en script. Et s'ils ont encore un doute pour un mot ou l'autre, ils le mettront en couleur. Spontanément, ils se font de l'autocorrection en mettant la couleur d'eux-mêmes. Stanislas Dehaene encore dit, on le sait bien, hein, on le sait bien que tellement c'est important ça qu'il faut maximiser l'engagement actif, rendre les enfants actifs, les rendre attentifs, c'est pas rien à cet âge-là, et leur faire plaisir en leur apprenant cette langue qui est si difficile. Eh bien, c'est vraiment ce qui se passe, avec Aloé. Je n'exagère pas, vraiment. Nous avons des films qui le montrent. Vous pourrez en voir éventuellement si vous le souhaitez. C'est pareil, on peut vous envoyer. Et puis, enfin, quelques films, parce qu'il y a le problème de l'image de l'enfant. Bon, mais enfin, là, vous voyez qu'ils sont en train ils ont déjà, à la première diapo, il a déjà, ce petit-là, acquis toutes les correspondances voyelle orale, couleur, et il est en train de s'amuser à passer de l'une à l'autre. Vous voyez sur la deuxième diapo qu'ils découpent en syllabes. Vous pouvez voir qu'ils ont, par exemple, découpé étoile, on reconnaît l'étoile, hein, voiture, cheminée, etc. Et puis après, ce noyau syllabique, on le complète avec les petits dessins des consonnes, et c'est ce qu'est en train de faire cet enfant. Et puis, vous avez l'exemple du mot cinéma, où l'enfant est en train de poser tout ça. Et après, on va retourner les cartes et écrire. Et voilà ce qu'est capable de faire cette petite Mandy, qui est en grande section maternelle, qui est sourde profonde et qui sait déjà transcrire toutes les voyelles orales et leurs correspondantes nasales. Alors, les supports pédagogiques. Les supports pédagogiques, ils sont complets. Et vous avez, pour le maître, des guides. Aloéen est fait pour la maternelle, où on fait tout ça tranquillement en maternelle. Hein. Et puis, en CP, pour les enfants qui ont déjà eu ça en maternelle, vont tout de suite entrer dans Aloé 2, dans la lecture à proprement parler, mais les enfants qui n'ont pas eu ça en maternelle vont trouver dans la passerelle d'Aloé cet équipement en cartes et en gestes qui va ensuite leur permettre d'entrer très confortablement dans la lecture. Les enseignants possèdent aussi une banque d'images toute prête qui leur évite de faire des recherches partout, des grandes illustrations des images d'Aloé qui vont permettre de travailler à l'oral et de faire des hypothèses avant d'entrer dans les textes, et puis des jeux. Voilà. Et les supports d'apprentissage pour les enfants, ce sont des manuels. Alors, c'est organisé par période, des manuels avec pour chaque période des exercices qui vont leur donner toutes ces manipulations pour leur donner l'équipement de découpage syllabique, découpage phonémique, retournement de l'oral à l'écrit, etc. Et puis, à chaque fin de période, à peu près toutes les 4 séquences, on vous propose une évaluation toute prête qui vous permet de juger des correspondances phonème-graphème de l'enfant, de sa compréhension, de ses productions écrites. Il y a beaucoup de productions écrites dans Aloé. Ça n'est pas seulement l'apprentissage de la lecture, c'est l'apprentissage de la transcription en même temps. Et ils produisent très vite de l'écrit. Et l'orthographe grammaticale est tout de suite embarquée pour éviter simplement une orthographe phonétique en CP. L'entraînement est progressif. Je vous ai déjà dit que c'était Marie-Odile Martin qui avait créé les textes. Alors, pour vous expliquer, on a eu toutes les voyelles, elles sont abordées
dans la passerelle ou dans Aloé 1, et l'enfant est équipé des cartes, des couleurs, des symboles. Il a tout ça. Il a appris tout ça logiquement. Hein. Et puis, dans la première séquence, il va avoir une seule consonne à la fois. Donc, c'est la consonne qui s'appelle L, qui va être associée à toutes les voyelles possibles. C'est la leçon que je vais vous dérouler là. Mais quand nous arriverons à la séquence 2, quels sont le contenu graphique de la séquence 2? Ce seront que des mots avec des le, avec des P, puisque maintenant on a introduit la consonne P, et puis puisqu'on a le P et le L, on aura des ple. Tout de suite les clusters, tout de suite les doubles consonnes, pour éviter que plus tard ça pose des problèmes. Et puis, quand nous serons à la séquence 5, il y aura des mots et des textes, parce que on va passer des petites phrases à des phrases plus riches, à des petits textes et à des grands textes. On arrivera déjà à un texte, séquence 5, qui sera déjà conséquent, enfin qui aura des structures linguistiques étoffées, et il y aura des mots qui contiennent la voyelle L, la voyelle P, la voyelle N, la voyelle D, la voyelle T. Pas la voyelle, les consonnes. Et pas les autres. On ne les a pas encore apprises et elles ne seront pas dans les mots qui seront utilisés. Voilà. Et les phrases s'enrichissent aussi. Alors, Aloé est donc bâti à partir d'une histoire. Enfin, ce sont des petites histoires qui concernent toujours la même famille. Cette famille va s'étoffer en même temps que les consonnes sont de plus en plus nombreuses. La famille s'étoffe et elle va être dans des situations qui sont des thèmes qui correspondent aux thèmes qui intéressent les enfants, des relations familiales, des relations amicales, l'école, les animaux familiers, enfin le cirque, voilà. Et c'est toujours, il y a la famille, les copains, les cousins, enfin bref, voilà. Et puis, voilà comment est composée une séquence. Elles auront toujours les mêmes étapes, hein, les mêmes parties. La première des choses, c'est qu'on repasse par l'oral, on étudie on montre les caractéristiques de prononciation de ce son. Là, c'est le, et quand je dis le, je lève ma langue en l'air. C'est pour ça que le petit symbole, le petit dessin, c'est un trait aussi vertical, parce que je le fais au même endroit que le te, le de, le ne, là-haut, derrière les dents. Mais je lève ma langue en l'air. L. Donc, j'ai la petite flèche qui me dit « lève ta langue en l'air ». Et quand on retourne l'étiquette et qu'on écrit en manuscrit, on lève son crayon en l'air et on redescend. Donc, j'ai le symbole du « le ». Je retourne ma petite étiquette pour passer de l'oral à l'écrit. Et derrière, je montre à l'enfant qu'il va rencontrer ce son écrit de plusieurs façons, mais que ce sera toujours écrit avec une lettre qui s'appelle L, pour distinguer le son et le nom. Ensuite, je vais repasser par la fusion syllabique à l'oral, puisque l'enfant a toutes les couleurs, avec toutes les articulations, il va lire la parole, la, li, lo, etc., l'un, il lit tout ça très facilement. Et il va aussi reconnaître des suites de cartes, il va reconnaître des paroles qui correspondent à du signifiant. La première, c'est le lait. Eh bien, il va chercher l'image du lait. Donc, on vérifie ou on lui apprend à poser la parole qu'il va falloir écrire. On joue un petit peu avec l'intonation. C'est très important de remettre aussi en place l'intonation. Donc, à partir de ce codage, puisque c'est rouge, je dis A, ah là là,
la, 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 li. Donc ça, c'est du codage pour jouer avec sa voix. Et ensuite, on va travailler l'automatisation des syllabes. Là encore, c'est non signifiant, mais c'est l'équipement de base. La syllabe écrite, c'est l'unité centrale de la lecture. L'enfant doit la percevoir comme un tout. Automatiquement, ça doit lui arriver déjà. Et vous voyez qu'on propose... C'est très facile pour lui de lire ça, puisqu'il sait que le i est jaune, il va dire lit. Il sait que le ou est orange, il va dire loup en voyant le o et le u ensemble. Mais on propose aussi en inverse il, mais je ne dis pas il, donc je ne colorie pas le e. Oul, ol, il est souvent avec deux le, je propose ol, al, etc. Et puis, ces syllabes, quand elles sont automatisées, il va les retrouver dans les mots. Les mots sont d'abord proposés associés à l'image. Pour ceux qui auraient un défaut de lexique, pour les petits allophones, pour les enfants sourds, pour les enfants qui n'ont pas encore un répertoire, on va tout de suite donner la signification en même temps que l'illustration, enfin en même temps que le langage écrit. Et puis, la page suivante, on va écarter le mot écrit de l'image et là, l'enfant fera un véritable acte lexique. Il devra faire correspondre ce qui est écrit avec ce qui est dessiné. Et ça a l'air de rien, parce qu'il n'y a pas beaucoup de lexique encore, mais ça a l'air de rien. Mais regardez d'un petit peu plus près. Qu'est-ce qui est écrit? Il est écrit « elle lit ». Alors, vous voyez que dans un même cadre, il y a écrit en script et écrit en cursive pour qu'il y ait équivalence, hein, qu'ils apprennent à reconnaître les lettres qui sont dans les livres différents d'Aloé, et puis aussi que c'est l'écriture qu'ils écrivent, la cursive. Donc, vous voyez qu'il est écrit « elle lit ». Et puis, plus bas, en bas, il est écrit « il lit ». Et puis à côté, il est écrit « le lit ». Vous voyez qu'il y a 3 fois « lit », mais qu'il va falloir les distinguer. Les distinguer, ça ne veut pas dire la même chose. Et qu'est-ce qui va les distinguer? C'est les petits mots outils. C'est le « il » et le « elle » qui va me permettre de montrer le petit garçon ou la petite fille. Et puis c'est le un déterminant qui va distinguer du pronom personnel le quelque chose du verbe d'action, un nom d'un verbe, un nom d'un verbe. Tout ça est introduit tout doucement et vous voyez que dès cette première leçon, même si, alors dans le guide pédagogique, vous aurez des tas d'autres exemples pour généraliser tout ça dans la classe avec les enfants. Et puis finalement, c'est bon qu'on a été capable de lire. On va les retrouver pour l'instant dans des petites phrases, puisqu'on n'a encore que le avec les voyelles. Mais on peut déjà faire des phrases. Et on a « Où est Lola ?» Elle est au lit. Elle lit. Je retrouve l'histoire du lit, hein, et la préposition « au » qui s'oppose au pronom « elle ». Et puis, la phrase interrogative, hein, là, où est? Loulou est-il là? C'est le petit chien, Loulou. Oui, il est là. J'ai des L pour Lola, j'ai des il pour un chien. Et puis, regardez les images. Lola lit. Elle est en train de lire en haut. Mais plus bas, elle a lu. Elle ne lit plus. Elle a fini. Nous sommes au présent qui s'oppose au passé. Ça encore, on va commencer à le mettre en valeur, tout ce domaine morphologique, sémiologique. Vous voyez qu'ils sont déjà capables de lire « il est loin ». Alors que ça, on va peut-être le présenter dans les méthodes habituelles beaucoup plus loin. Mais là, c'est facile.
L'enfant sait que le oie est violet. Eh bien, j'ajoute un N et ça fait ouin. Hein? Alors, à l'issue de cette première séquence, qu'est-ce que les enfants ont découvert ou ont vérifié? C'est que un seul son, si je prends par exemple le O, la couleur bleue, eh bien, dans les mots que j'ai vus, dans mes petites phrases ou dans des mots là, eh bien, j'ai vu 1, 2, 3, 4, 5 façons d'écrire le O. Et je vais accepter d'emblée, je vais être mis devant le fait accompli, eh bien, un seul son, le côté là de la carte, le côté là de la carte, là, c'est O, mais je retourne et j'écris O, A, U, etc., etc. D'accord? Voilà. Vous avez avec cette première proposition, cette première séquence, alors inutile de vous dire que ça se complique de séquence en séquence, hein, et que ça peut paraître un petit peu pauvrichon au début, parce que ce sont des petites phrases, et ça n'empêche pas les enseignants ou les parents de raconter des tas d'histoires à côté de ça, de lire des livres aux enfants. Mais pour ce qui est de leur apprendre à lire et à écrire, si l'on veut que ce soit un apprentissage qui se construit tranquillement, mais sûrement. Alors, quand je disais que c'était un rythme différent, c'est qu'en effet, ça va paraître au début un petit peu lent, peut-être. Un petit peu lent. Peut-être que dans d'autres classes, ils sont déjà en train de lire des tas de mots et des tas de phrases. Eh bien, non. Non, on passe tranquillement, étape après étape. Mais vous allez en avoir un bénéfice ultérieur qui va devenir probant, vraiment, au bout de quelques séquences, au bout d'un... Il faudra un petit peu plus de temps pour que ce soit un lecteur fluide, mais il sera fluide et il aura des tas de capacités de production d'écrit parallèlement. Et ce n'est pas en CE1, fin de CE1 qu'il prendra en compte l'orthographe d'usage. Alors, ce qui est, voilà, ce dont je voudrais vous parler pour terminer, avant vos questions, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps. Bon, alors, l'informatisation d'Aloé est en train d'aboutir, est en train d'être finalisée. Ça va être un grand pas franchi qui a été très complexe à faire, justement, compte tenu de la complexité de la langue française. Donc, vous allez pouvoir disposer dans on va dire quelques mois, une petite saison peut-être. Hein? Cette année. Comment? Cette année, d'un matériel informatique qui sera destiné à faciliter votre démarche, votre métier d'enseignant. Vous aurez à votre disposition un codeur qui vous permettra de mettre en carte ou de colorier les mots que vous écrivez. Donc, il suffira que vous tapiez un mot ou une phrase pour que ça se mette en couleur automatiquement. Vous aurez le choix, mettre en carte ou mettre en couleur, ou les deux. Vous aurez la possibilité de scanner des textes et de les avoir directement en couleur pour les enfants qui ont besoin de la couleur pour être capables de lire. Pour ceux qui n'auront plus besoin de la couleur, il n'y aura pas de problème, ça restera en noir, le texte, mais certains enfants, et ceux en particulier qui sont troublés ou qui sont déficients, auront besoin, pour ne pas être dépassés par ces graphies multiples et pour ne pas être fatigués tout de suite par une énergie qu'ils mettraient à essayer d'assembler les lettres, ils auront peut-être besoin de cette couleur, et puisque maintenant il existe un codeur, ils pourront même mettre en couleur leur leçon, etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va être très, très important. Et aussi, la maîtresse et le maître vont disposer d'un exerciceur qui va multiplier les exercices, qui vont être beaucoup plus nombreux que ceux du livret d'exercices, pour que les enfants qui ont plus de problèmes
puissent s'exercer de façon plus fine et plus assidue, hein. Et puis, compte tenu des résultats, le maître ou la maîtresse pourra classer ses élèves en fonction de leur niveau et ajuster leur demande aux enfants, ajuster leur enseignement à ces enfants en préconisant des activités individuelles, comme cet exercice-heure le permettra. Vous aurez aussi donc tout ce qu'il faut pour gérer votre classe là dans ce logiciel, et vous aurez une partie où vous pourrez créer des communautés d'enseignants, et parce que c'est un matériel qui permet de créer tout le temps. Ça n'est pas figé du tout, hein. Vous allez pouvoir créer des quantités de jeux et de textes pour enrichir, et les enfants vont pouvoir créer des choses, hein. Mais donc vous pourrez partager, c'est ce qui se passe là. Il y a un groupe actuellement d'utilisateurs d'Aloe qui partagent des créations, hein, et des codages. Et puis les enfants, eux, vont pouvoir faire des exercices, vont pouvoir le matériel, les textes, les exercices, tout ça sera informatisé pour être passé au tableau blanc, etc. Hein? Voilà, est-ce qu'on a quelque chose à dire pour l'informatisation? Sarah, qui est à côté de moi et qui fait partie de l'équipe qui réalise cet exploit, tu n'as rien à rajouter. Et c'est Sarah, c'est avec Sarah que vous communiquez quand vous êtes avec Comédic, hein? Voilà, c'est Sarah. C'est bien que vous la connaissiez. Voilà. Oui, donc c'était complet. C'est complet. Et voilà. Eh bien là, il nous reste un petit moment, un petit quart d'heure pour vos questions, ou si parmi vous, il y a des utilisateurs d'Aloe et qui voudraient prendre la parole pour témoigner de ce qu'ils sont en train de vivre avec cette façon de faire, ou pour critiquer s'ils ont des critiques à faire, c'est vraiment le moment enfin, en un petit quart d'heure, hein. Mais vous savez qu'on peut continuer à communiquer. Vous avez sans doute mon adresse mail quelque part. Sinon, on va vous la donner. Et si vous avez des questions plus personnelles et qui n'intéresseraient pas tout le monde, vous pourrez les poser ultérieurement. Alors, est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire? Je ne vois que, enfin, Tiffaine, je ne la vois pas, mais je vois Anna et je vois Sophie. Mais les autres ne sont pas visibles. Alors, est-ce que vous avez des questions à poser éventuellement en vous montrant, en ouvrant votre caméra? Yveline, Tiffaine, oh, et Florence. Je crois que Florence essaye. Fabi essaye peut-être aussi. Ah, voilà Florence. Voilà Florence. Alors, avez-vous des questions? Allez, lancez-vous. Pas de questions? Si, sûrement. Je vous ai dit beaucoup de choses, hein. J'espère Oui. que... Oui, Yveline? Moi, j'ai une petite question. Stéphane. Vas-y, Stéphane. Voilà. En tant qu'orthophoniste, est-ce que si ce n'est pas repris à l'école, est-ce qu'on a le temps parce que souvent, si on suit un enfant, par exemple, qui est au CP, on ne va pas assez vite, nos séances ne vont pas assez vite. Et est-ce que combien de temps ça prend à peu près pour essayer de rattraper le rythme? En fait, souvent, je suis frustrée parce qu'on n'a pas le temps d'appliquer une méthode avec juste notre petite demi-heure par semaine, quoi. Oui, mais alors en orthophonie, vous allez faire un travail spécifique d'orthophoniste, pas spécialement dans le but de leur apprendre à lire et à écrire, mais dans le but de les équiper pour qu'ils entrent plus facilement à l'école, quelle que soit la méthode qui est utilisée à l'école. La représentation multimodale des outils de la langue
vont vous permettre de réajuster toutes les perceptions auditives et l'articulation, la parole, tout ça, et la correspondance avec l'écrit. Même les orthophonistes, vous avez un matériel particulier qui s'appelle la méthode distinctive. Oui, j'en ai déjà entendu parler. Voilà, alors la méthode distinctive vous donne la marche à suivre dans un contexte orthophonique, avec les préoccupations d'une orthophoniste, c'est-à-dire la réadaptation fonctionnelle et la remise en correspondance du langage oral et du langage écrit. Mais vous n'êtes pas obligé de suivre la progression d'Aloé. Aloé, c'est le matériel pédagogique. J'ai dit il était utile, les orthophonistes qui s'en sont équipés trouvent que c'est un matériel intéressant parce que justement, les sons sont traités les consonnes, par exemple, les unes après les autres. Et puis, il y a tout ce travail fait sur les voyelles qui correspond à nos préoccupations aussi d'orthophonistes. Mais il ne faut pas dire qu'Aloé est une méthode orthophonique. Il ne faut pas dire que les orthophonistes, si elles se servent d'Aloé, font du rattrapage scolaire. Non, nous restons avec notre profession spécifique. Mais nous avons un moteur commun. Voilà, d'accord? Parce qu'en effet, on m'a fait des reproches, on m'a dit, mais tu donnes des outils orthophoniques aux enseignants. Mais je ne donne pas des outils orthophoniques, je donne les outils de la langue. L'orthophoniste va en faire des outils orthophoniques et l'enseignant va en faire des outils d'apprentissage du langage. Vous comprenez? On marche dans la main tous ensemble. Comment? Et alors, le partenariat, alors je peux vous dire que là, quand il y a cohérence entre l'orthophoniste et l'enseignant, les enfants font autrement plus vite des progrès et c'est valorisant pour l'enseignant et pour l'orthophoniste. Je suis enseignante spécialisée et orthophoniste, donc ça a été mon bâton de pèlerin, vouloir faire qu'il y ait partenariat le plus souvent possible. Mais les enseignants ont un guide pédagogique et vous avez une méthode orthophonique dans des classeurs différents avec des logiciels différents. Le matériel est différent, d'accord? Ok, super, merci. Bonjour, j'ai une question, vous m'entendez? Oui, alors c'est qui? Céline. Céline, je vous vois. Je ne sais pas si on me voit, parce que moi, je ne me vois pas. Là, vous dites partenariat. Ça veut dire que dans la classe, l'enseignant fait aussi l'Aloé? Alors, c'est dans ce contexte-là qu'on parlera vraiment de partenariat. D'accord. Bon, ça commence à arriver de plus en plus souvent que ça puisse se faire, qu'un enfant bénéficie en orthophonie de ce matériel avec son orthophoniste et le retrouve à l'école quand sa maîtresse fait Aloé. Ça, c'est Et quand moi je retrouve beaucoup piano, la méthode piano. Je ne sais pas si vous connaissez. Alors, les seules contradictions, si vous voulez, c'est si les méthodes que vous utilisez ont des couleurs. Ah oui. Si les méthodes ont des couleurs, il ne faut pas, parce que ça créerait un conflit cognitif, si une même couleur représente des choses différentes. Et il ne va pas s'y retrouver. Mais si vous utilisez des méthodes avec des couleurs, questionnez-vous, qu'est-ce que représentent ces couleurs? Est-ce que c'est un lien sémantique ou est-ce que ça représente un outil de la langue avec la logique des outils de la langue? Est-ce que c'est juste un petit moyen mnémotechnique pour se rappeler de quelque chose ou est-ce que c'est une partie d'un ensemble d'outils pour apprendre? C'est ça. D'accord? Et vu que j'ai beaucoup de piano, parce que moi je suis enseignante spécialisée, et ils ont beaucoup de piano et du coup, et eux ils codent les consonnes en couleur. Ah, d'accord. Mais... Donc, Après, je peux quand même faire les gestes
Oui, Et quand même, alors des fois, les gestes, c'est bien que vous parliez des gestes parce que peut-être que parmi vous, il y en a qui utilisent les gestes de Borel-Maisonnி. Hein, c'est assez courant en enseignement d'utiliser les gestes de Borel. Donc, vous devez vous dire, oh oui, mais moi, j'utilise les gestes Borel, alors je ne vais pas leur apprendre des nouveaux gestes, etc. Mais vous avez, il y en a qui ressemblent beaucoup. Madame Borel, c'était génial qu'elle nous ait donné cette idée, hein, mais les gestes de Madame Borel, ils représentent soit comment je dis, par exemple, le p, c'est parce que j'explose, mais il ne nous dit pas comment l'écrire. Il nous dit le t, mais il ne nous dit pas comment l'écrire. Et d'autres, il nous dit comment l'écrire, mais il ne nous dit pas comment le dire, comme le be et le de. Moi, j'ai trouvé avec les enfants, parce que tout ça, c'est fait avec les enfants, hein, j'ai trouvé des gestes qui disent comment le dire et comment l'écrire accroché. La correspondance phonème-graphème. Le A de Madame Borel, il était comme ça, hein, A. Et c'est comment le dire, A. Une bouche grande ouverte, A. Moi, j'y ai ajouté comment l'écrire, parce qu'on écrit un A comme ça. D'accord? Le te, vous avez vu l'exemple du te, du de, du ne. Voilà. Moi, j'ai trouvé pour tous les sons, les 34 sons de la langue française, j'ai trouvé un geste qui dit l'un et l'autre, comme ça. Celui qui fait le geste et qui ne sait plus comment on le dit, il aura l'aide. S'il ne sait plus reconnaître la lettre qu'il voit écrite, il aura le geste qui lui dira comment le dire. D'accord? et le que, ça fait quoi Le que, vous dites Oui, le que, ça le que. montre comment on l'écrit, le que. Comment? Oui, Et- parce que quand je dis je coince là, alors on commence comme ça. Et on sort le C qui est l'archigraphème du son que. C'est la façon d'écrire la plus fréquente du son que. D'accord? Je serre, pour donner l'articulation, je dois, ça coince dans le cou. Comme ça là. Hein? Donc ça Et au moment où je le dis, je fais la forme du C. D'accord. Mais si c'est Q, ça peut être Q ou K. Alors, derrière le petit symbole du que, j'écrirai derrière la lettre C, mais aussi la lettre QUE, mais aussi le K quand je le rencontrerai. Parce que vu qu'on rencontre plus le C, c'est pour ça qu'on sort le C, c'est ça l'idée? Voilà, parce que je me suis basée sur les archigraphèmes, c'est-à-dire la façon d'écrire le plus fréquemment les consonnes. Fréquemment. D'accord, D'accord? très bien. Est-ce Merci. qu'Yveline a l'air de dire des tas de choses? Yveline, vous auriez des choses à dire? En fait, comme on est deux, on échange en même temps. Mais oui, mais oui. Vous êtes peut-être des parents? Alors moi, je suis enseignante, mais en bac pro, et je fais de l'aide aux devoirs en fait à un jeune D'accord, garçon d'accord. qui est hyper dyslexique, et je viens d'acquérir la méthode, et je trouve ça tellement évident, tellement magique que du coup, voilà, je m'éclate à vous écouter. Et Ah bon, oui, c'est avec bien. les outils. Alors, est-ce que je peux, vous me donnez l'occasion d'ajouter ça? On peut apprendre à lire à n'importe quel âge. Là, j'ai voulu axer cette présentation sur essentiellement l'enseignement classique, les classes classiques, mais je ferai aussi des présentations ultérieurement pour cibler l'enseignement spécialisé et l'allophonie aussi pour parler tranquillement du problème des enfants allophones dans une classe, comprendre par où ils passent et comment on pourrait peut-être leur permettre de… Webinaire spécial, c'est ça? Comment? Vous ferez un webinaire spécial Oui, encore? je Ah, super. ferai des webinaires pour l'allophonie, pour ASH, toutes Ancien enseignements spécialité? spécialisés, et je ferai un spécialisé pour les enfants sourds. Super.
Voilà. Et puis, c'était tout ce qu'on s'était dit. Oui, pour l'instant, c'était tout ce qu'on se... Le partenariat. Et le partenariat orthophoniste-enseignant qui permettrait de développer beaucoup plus les outils spécifiques pour l'un et l'autre, quoi. Et donc, pour aider une gamine de 20 ans, ça serait quel webinaire qu'il faut suivre? Alors, ce serait l'enseignement spécialisé peut-être. Mais alors, je peux vous dire qu'on a eu des expériences dans des IME avec des adolescents non lecteurs entre 15 et 18 ans qui ont appris à lire. Hein. Donc, alors, ça n'est pas miraculeux du tout, ce n'est pas une méthode magique du tout. Hein. On passe par des étapes, mais c'est concret, ça devient concret parce qu'on manipule, hein, on organise en séquence, on passe déjà par l'oral, ou le contraire, il y a des enfants qui ne peuvent pas oraliser, eh bien c'est l'écrit qui va peut-être leur permettre, qui va leur servir de tremplin pour mieux parler. Donc, c'est la langue française orale et écrite. Pour des enfants dits ordinaires, c'est un enseignement agréable et qui est efficient, qui est conduit à l'orthographe, phonétique, d'usage, grammatical. On produit assez vite, d'accord? Et pour les enfants à besoins particuliers, ça donne les moyens de compensation par le visuel, par les gestes. Ça donne les moyens de compensation au mieux. Au mieux. Hein. Il n'y a pas parmi vous des utilisateurs d'Aloe qui font avec des enfants en classe ordinaire. Alors, Catherine Masson devait témoigner aujourd'hui. Elle utilise Aloe en CP depuis 5 ans. Et malheureusement, elle n'a pas pu se libérer ce soir, mais elle m'a dit de vous dire qu'elle était toujours aussi ravie après 5 ans de pratique. Voilà. Et c'est une de nos premières expérimentatrices. Ma collègue de CE1 qui écoute le webinaire, avec qui je travaille, on a commencé cette année toutes les deux l'Aloe. Et elle a voulu écouter le webinaire pour un peu plus comprendre comment ça fonctionne, parce qu'il faut quand même rentrer dans la méthode, il faut quand même s'impliquer. Et toutes les semaines, une fois par semaine, je vais dans sa classe pour l'aider, pour avancer. On avance dans les sons, on fait comme on peut. Et fabriquer des jeux aussi. La caméra ne fonctionne pas, mais oui, tout à fait. Mais comme c'est plutôt Céline qui t'en occupe. C'est Doriane, la collègue? Oui, c'est ça. Ma caméra ne fonctionne pas, ça n'arrête pas de planter, mais oui. Ah oui, alors, vous savez, il ne faut pas avoir peur, hein, ça peut vous paraître compliqué, mais le guide pédagogique vous permet d'y aller tranquillement, vous avancez en même temps que les enfants. Hein. Vous n'êtes pas obligé d'intégrer tout avant de commencer. Vous allez séquence après séquence. Les cartes sont introduites au rythme auquel les enfants sont capables de les assimiler. Ça a été oui. Ça. Mais après, voilà, j'ai la chance d'avoir Céline qui s'y connaît plus que moi. Donc, j'avoue que j'apprends un peu en même temps que les enfants. Mais voilà, mais c'est comme ça. C'est comme ça qu'on fait. Il ne faut pas vous affoler du tout. Mais par contre, ça aide énormément un enfant qui ne sait pas lire, qui a de gros retards dans la lecture. Ah, oui. Et honnêtement, il est vraiment très bien aidé par cette méthode au final. Mais oui, parce que ça devient clair, ça devient transparent. Hein, c'est ça. Ça devient transparent. Tout à fait. C'est le plus beau compliment qu'on m'ait fait un jour en Belgique quand je présentais ça. Un professeur de l'école d'orthophonie de Belgique là m'a appris la parole et m'a dit votre méthode est transparente. Oh, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien parce que je vous assure que ça s'est fait, ça s'est construit, mais depuis des années. C'est pas un beau jour que j'ai dit on va faire une méthode. Hein. Ça s'est construit parce que il y a eu toutes ces rencontres avec des enfants en difficulté, et puis avec aussi des chercheurs, parce que c'est bâti sur les sciences du langage
c'est pas des élucubrations. La difficulté, c'est de convaincre les enseignants. Oui. C'est pas facile, quand même, hein. Et surtout, peut-être pas les enseignants, mais la hiérarchie. Non. Donc, si vous avez des conseillers pédagogiques à qui vous pourriez souffler l'idée que ça pourrait être intéressant au moins de se documenter, de savoir ce que c'est, cette méthode, plutôt que de tout de suite dire il n'en est pas question, c'est une méthode orthophonique, ce serait bien. Vous allez en faire d'autres, des webinaires? Effectivement, je n'ai Oui. pas pensé à demander aux conseillers pédas. Ouais. Oui, on en fera encore des comme celui-ci d'aujourd'hui, hein. On va le refaire tel que. Demander d'écouter, oui. Hein, on va vous envoyer les invitations, les dates avec les thèmes. Hein. Comme les allophones, moi j'ai des collègues qui sont dans des dispositifs allophones. Ça serait super. Et puis pour les enseignants spécialisés aussi, c'est pour ça que je suis intéressée par les webinaires. Eh bien, on va vous donner des dates. Et puis, si vous avez des collègues ou ce serait sympa. Vous savez, c'est encore très confidentiel à l'OE. Hein. Mais ce qui fait plaisir, c'est que la première, nous avions 9 inscrits. La deuxième, nous avons eu 25 inscrits. Et aujourd'hui, nous avions 45 inscrits. Donc, peut-être que ça commence à faire du bouche à oreille. Et en maternelle aussi, ça fonctionne bien? Parce que moi, j'ai une collègue là très important en maternelle. Très important. Il faut commencer dès mais la moyenne section ou la petite section? Oui, on peut dès la moyenne section, surtout s'il y a des enfants allophones, mais on peut commencer avec les enfants sourds, on commence dès la moyenne section. Mais avec les enfants classiques, en grande section maternelle, c'est très bien, ça prépare vraiment l'entrée dans l'écrit. Hein, puis après, en CP, ça fonce. Hein, ça fonce. Super, merci beaucoup. Voilà, n'hésitez pas à me reposer des questions, à m'envoyer des petits. Tu as mis le mail. le mail. Et puis, oui, Yveline dit au revoir. Eh bien, écoutez, à votre disposition hein, pour plus d'informations. Et puis, bon courage à tout le monde.